Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la commission électorale nationale autonome et permanente a validé 14 candidatures sur 19, notamment celle du président sortant Omar Bongo Ondimba, au vu de la prochaine élection présidentielle. Conférence ministérielle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur l'emploi. Au cours de cette conférence, plusieurs ministres se sont déplacés ce jeudi à Bamako, la capitale malienne. Et puis au Maroc, le gouvernement a interdit l'importation des déchets face à la pression de la population. La commune de Jorf-Lasfar, située à l'ouest du Maroc, avait reçu en juin 2016 2500 tonnes de déchets en provenance d'Europe. Mais avant de développer ses titres, l'opposant zimbabwéen Morgan Tsvangirai a apporté son soutien à Evan Mawarire, le leader des manifestations contre le régime du président Robert Mugabe. Le Zimbabwe traverse une grave crise économique depuis le début des années 2000 et le pays a connu ces dernières semaines ses plus importantes manifestations et grèves depuis des années. L'organisation de l'élection présidentielle se précise au Gabon. La commission électorale nationale autonome et permanente CENAP a validé ce vendredi 14 dossiers de candidature pour le scrutin du 27 août prochain. Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, vous livre plus de détails. À la présidentielle du 27 août 2016 ont été retenues sur les 19 examinées vendredi à Libreville par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Parmi les dossiers retenus, il y a celui de Jean Ping, Ginzuba Ndama, René Ndongzima, Casimir Oyemba, Paul Mba Abesole et celui du président sortant Ali Bongo Ondimba qui a été voté en plénière 5 voix contre 3 conformément à la loi électorale. Sur les 19 dossiers, il y avait 14 dossiers qui étaient complets. Au même moment, la commission a enregistré des contestations à propos de la candidature d'Ali Bongo. Ces contestations ont été portées au Parlement, qui a examiné et jugé qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité de cette candidature. Depuis le dépôt du dossier de candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba, près de 2600 Gabonais issus de l'Union nationale et du mouvement Héritage et Modernité ont adressé des plaintes à la CENAP pour exiger le rejet de sa candidature. Mais pour le gouvernement, le vote reste la seule voie démocratique pour sanctionner un candidat. C'est le vote qui est l'expression démocratique du choix des représentants du peuple. En dehors de cette voie-là, toutes les autres voies qui seront appliquées rencontreront l'autorité de l'État. Le citoyen est juste appelé à aller voter. Il n'est pas d'accord avec Ali Bongo, il votera le candidat de son choix. Sortir de là, il faudra rencontrer la loi et sur ce plan, que chacun se le dise, l'État sera intraitable. On brûle les voitures, on menace les gens, il faut que ça s'arrête. Tous ceux qui seront pris seront jugés et mis en prison. Plusieurs jeunes manifestants dans le 2e arrondissement de Libreville ont été arrêtés pour avoir protesté contre la validation de la candidature du président Ali Bongo Ondimba. L'élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016 au Gabon. Les différents états-majors peaufinent leur stratégie pour faire élire chacun son candidat. Ce scrutin, très attendu, sera sans doute l'un des plus disputés qu'aura connu le Gabon. La 7e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle s'est tenue à Bamako ce jeudi 16 juillet. Une conférence marquée par la participation de plusieurs ministres membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Un reportage de Mokhtar Bari. Bamako, la capitale malienne, a été l'hôte de la conférence des ministres de l'emploi et de la formation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. 7e du genre, cette réunion a regroupé 10 ministres de l'espace qui se sont penchés sur le résultat des travaux des experts. Développement des compétences techniques, professionnelles et insertion socio-économique des jeunes, tel était le thème de cette conférence ministérielle. Les États membres de l'Union, conscients de la montée de l'extrémisme violent, ont plaidé pour une prise en charge rapide de la jeunesse en proie au drame de l'immigration et de l'insécurité. Nos États ont su que la question de l'emploi et de la formation des jeunes est une question de sécurité. Et pour cela, par exemple, vous avez remarqué qu'à Bamako, il y avait l'ensemble des pays de l'UEMOA qui étaient représentés au niveau ministériel. Vous avez remarqué aussi que le gouvernement du Mali s'est fortement mobilisé. Il y avait près de 2 tiers du gouvernement dans la salle pour dire que cette réunion c'est important, pour dire aussi que le Mali est disposé à relever le défi de l'emploi et de la formation professionnelle des jeunes dans notre espace. Au terme des 3 jours de travaux,
Il a été recommandé une harmonisation des observatoires nationaux de l'emploi et de la formation, la création d'un fonds de l'emploi, la finalisation de l'accord des sièges du secrétariat permanent du cadre de concertation des ministres de l'emploi à Bamako. Les participants repartent satisfaits de cette rencontre. Écoutez, nous sommes fortement satisfaits parce que cette réunion est la 7e du genre, réunion de cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et patiemment, l'UMOA a coordonné la mise en place de mesures qui de plus en plus commencent à être formalisées et obtient et aboutit à des résultats. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette volonté politique se manifester par la déclaration des ministres qui ont décidé d'abord, dans un premier temps, de proposer au président de la République du Mali de porter la thématique de l'emploi et de la formation professionnelle, donc de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, de le porter avec son leadership. Les ministres en charge de l'emploi pour porter haut leurs souhaits ont sollicité l'appui du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a décidé de porter la voix des jeunes auprès de ses pairs. C'est au cours d'une audience dans son palais de Koulouba. La rencontre de Bamako marque un tournant pour un cadre de concertation des ministres de l'Emploi. La 8e édition est prévue en 2017 à Lomé, au Togo. L'agenda 2063 de l'Union africaine est une feuille de route qui prône le développement politique, économique et social du continent africain sur 50 ans. Mais cette vision commune de la transformation du continent reste encore méconnue des populations. Aussi, la Commission de l'Union africaine entend redéfinir sa collaboration avec les médias. Olive Adjakotan, notre correspondant à Kigali, au Rwanda. La Commission de l'Union africaine intensifie son partenariat avec les médias africains pour mieux vulgariser ses activités de développement. En effet, l'institution mise désormais sur la promotion d'un journalisme panafricain pour la transformation socio-économique du continent. Elle a saisi l'occasion à travers le forum de vulgarisation de l'agenda 2063 du 13 au 15 juillet 2016 à Kigali. Un agenda méconnu par les populations mais qui se veut comme un instrument de la renaissance africaine. Et les médias comptent s'investir davantage pour le rendre accessible aux téléspectateurs, lecteurs, auditeurs et même internautes. Lorsque les gens sont informés, on peut observer une réelle transformation même dans les contrées les plus reculées. Tous attendent beaucoup des médias et nous sommes capables d'être à la hauteur des attentes. Cependant, les médias africains doivent s'unir pour avoir un impact important. Nous avons vu les aspects positifs de l'intégration des peuples. C'est pourquoi, en tant que médias, nous devons expérimenter cette politique. Pour Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, certains journalistes manquent actuellement d'objectivité et d'honnêteté dans le traitement des actualités concernant l'Afrique. D'autres préfèrent le sensationnel, des comportements qui ternissent l'image du continent. Mais elle a également réitéré sa volonté pour la liberté de la presse. Je pense que nous devons travailler ensemble. Oui, nous le devons. Nous ferons notre possible pour que les médias soient libres afin de mieux exercer leurs responsabilités dans notre société. Nous veillerons à ce que les journalistes ne soient pas harcelés ni arrêtés. Mais vous devez nous harceler en informant les citoyens sur nos actions pour que nous soyons à la hauteur. Rappelons que les journalistes africains ont joué un rôle important dans la décolonisation de l'Afrique. Ils ont également éveillé les consciences pour mieux lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais certains hommes des médias ont été moins responsables, surtout au Rwanda, lors du génocide. Car la radio Mille Collines était un outil de propagande de l'idéologie génocidaire. Africa 24 se mobilise pour ce 27e sommet de l'Union africaine. Vous pourrez suivre tous les jours sur votre antenne une émission spéciale à partir de 15h GMT et présentée par Babylas Boton. Au Maroc, le gouvernement a décidé d'interdire l'importation des déchets. L'élément déclencheur de cette décision est un contrat passé entre le Royaume marocain et l'Italie. Ce contrat permet à la région de Campanie d'envoyer des déchets sur la côte ouest marocaine afin de les recycler. La commune de Jorf-Lasfar, située à l'ouest du Maroc, a donc reçu 2500 tonnes de déchets en juin 2016. Un chiffre important lorsqu'on sait que les ménages et industriels marocains produisent chaque année plus de 8 millions de tonnes de déchets. Face au mécontentement de la population, le gouvernement tente de rassurer. Diara India et en commentaire Amira Benjabala. Le Maroc interdit définitivement l'importation de déchets. La décision prise ce jeudi 14 juillet en Conseil de gouvernement a été précédée par un long débat au sein du gouvernement sur ce sujet.
Alors que les protestations se multiplient, que l'inquiétude de voir des déchets potentiellement toxiques arriver massivement sur le territoire marocain augmente, le pays essaie de tendre vers des normes plus écologiques. Oui, mais le Maroc met en place le modèle écologique en douceur. Vous savez qu'il y a tout un processus en matière d'environnement. Avant même de rentrer dans les questions réglementaires, il faut sensibiliser beaucoup parce que les populations sont dans des habitudes. Vous savez, les habitudes sont toujours difficiles à faire partir. Puis deuxièmement, il faudrait maintenant mettre en place les lois et règlements qui permettent effectivement de légiférer autour de la question de la gestion des déchets. L'arrivée à Jorf Lasfar le 24 juin de 2500 tonnes de déchets pré-traités, de déchets de pneumatiques et de plastique en provenance d'Italie a déclenché une vive polémique. Pour limiter les effets sur l'environnement, le ministère a tenté de rassurer sur les conditions d'opération d'importation qui s'est faite sous le contrôle des autorités compétentes du pays d'origine et du pays destinataire. Le département n'a autorisé que des déchets type RDF qui sont des déchets non dangereux. La coincinération de ces déchets est opérée en présence de la police de l'environnement et du laboratoire national de l'environnement pour veiller à la conformité des émissions atmosphériques aux normes standards prévues par la loi 1303 relative à la lutte contre la pollution de l'air et éviter tout impact éventuel sur la santé des populations et l'environnement en général. Fortement critiqué de toutes parts depuis l'importation par le Maroc de ces 2500 tonnes de déchets italiens, l'exécutif a décidé de ne pas utiliser cette charge de déchets en attendant les conclusions de l'enquête ouverte afin de prendre une décision finale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.